Lacan, nous et le réel, 60e séance. Vous écoutez? Oui, mais est-ce que vous y attrapez un petit quelque chose qui ressemble à du réel? Dans la difficile tâche de vous faire entendre ce soir, disons, quelque chose. On entend? On n'entend pas. Et comme ça, entend-on. Je voudrais revenir un peu sur le trait d'esprit, encore, bien sûr, puisque le graphe lui-même de Lacan est directement une conséquence de son interprétation du trait d'esprit. Le trait d'esprit, comme on l'a vu la dernière fois, c'est le nerf de la psychanalyse. Alors, pour revenir là-dessus, je vais lire un petit passage des formations de l'inconscient sur le trait d'esprit pour essayer de retrouver le fil, justement, de la formation de ce graphe et de son actualité aujourd'hui pour saisir ce qu'il en est réellement de, disons, ce que Lacan appelle le moulin à paroles, c'est-à-dire le discours bla 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 bla, que vous savez, nous avons qualifié d'être le discours capitaliste, c'est-à-dire le discours dominant du moment, qui n'est pas donc un discours au sens lacanien, parce qu'il ne fait pas lien social, mais il est la conséquence d'une copulation perverse entre le discours du maître et le discours universitaire. Et il possède en ceci une perversion qui est très difficile à lever, c'est que il fait croire que c'est le sujet qui contrôle le signifiant et pas l'inverse. Alors, vous savez que toute la psychanalyse est basée sur l'effet que le sujet est un effet du signifiant. Quand Lacan dit « le désir de l'homme, c'est le désir de l'autre » avec un grand A, on l'entend de la manière, disons, la plus commune, courante, qui est le désir mimétique. L'autre désire quelque chose et je le désire aussi. Mais c'est pas vraiment ça, en fait. Le désir de l'autre, c'est le désir de l'autre avec un grand A, c'est-à-dire le symbolique lui-même, en tant qu'il est un dire, et que le désir n'est rien d'autre, dans l'acception lacanienne, qu'une désinence du dire. Donc, désirer, ça a quelque chose à voir avec la loi. C'est pour ça que la loi et le désir refoulé ne font qu'une seule et même chose, comme dit Lacan dans son magnifique texte qui s'appelle Kant avec Sade. Donc le désir de l'autre, c'est toujours un désir de loi, parce que c'est une limitation de la jouissance qui permet l'accès au désir. Le désir n'est rien d'autre que ça, une limitation de la jouissance. Le désir et la loi ont partie liés dans la mesure où quelque chose du sujet peut advenir parce qu'il y a une limitation de la jouissance. C'est-à-dire que la jouissance, elle est ce dans quoi nous sommes pris. Les discours sont là pour montrer les 4 possibilités de la jouissance de, disons, avoir un effet délétère sur le sujet et les possibilités pour le sujet, par le désir qui est une limitation de la jouissance, de faire de cette jouissance qui est un mal, qui fait mal, c'est une jouissance ruineuse, de la transformer en bien parce qu'elle permet de payer l'accès au désir. Donc c'est une limitation de la jouissance qui transforme une jouissance ruineuse dans une jouissance civilisée, c'est-à-dire qui est cadrée et dans laquelle l'orientation fait que cette jouissance, au lieu d'être dans une déperdition, elle s'achemine de métaphore en métaphore vers un certain destin, le destin des pulsions, on peut dire, et là, il y a la possibilité pour le sujet de ne pas en être exclu, puisqu'il y est convoqué dans la mesure où c'est le désir qui fait sa loi. Et ces discours-là, les discours mis en place par Lacan, les 4 discours, donc, puisque je vous le répète, le discours capitaliste ne peut pas être considéré comme un discours dans son acception la plus directe de Lacan, qui est de faire lien social. Il ne fait pas lien social. C'est justement ce qui
provoque les troubles aujourd'hui où nous sommes dans une espèce de déflorescence du discours capitaliste partout. Il est très rare de trouver un îlot de sûreté où le discours capitaliste n'a pas pollué la parole. Et c'est pour ça que nous allons revenir sur le trait d'esprit et le graphe, parce que le trait d'esprit et le graphe ont partie liée, dans la mesure où, pour inventer son graphe, Lacan revient à l'origine de la logique, c'est-à-dire Aristote, pour articuler à partir d'un carré qui comprend 4 lettres, alpha, bêta, gamma, delta, les 4 possibilités de 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, qui sont la base de la logique, donc qui part sur 4 possibilités avec 2 termes. Donc c'est pour ça que chez Lacan, on trouvera toujours ce 4 là qui va être réduit à la fin de son enseignement sur un 3 parce que c'est une question de syntaxe. Mais ça c'est un peu complexe, on y reviendra plus tard. Mais en ce qui concerne le rapport du trait d'esprit au graphe, je voudrais donc commencer par relire quelque chose qui est dans les formations de l'inconscient. Les formations de l'inconscient, comme par hasard, est un séminaire qui est assez négligé, alors que c'est tout de même la base de la psychanalyse. Mais tout ce qui est la base vraiment de la psychanalyse, donc, je vous l'ai dit, le trait d'esprit, la théorie des discours, qui permet le passage au nœud, et la théorie des discours, il n'abandonne jamais ça. Et les formations de l'inconscient, eh bien, ce sont des séminaires dont on entend très peu parler de la part de la doxa analytique, tout simplement parce que il n'y a pas de formation de psychanalyste. Il n'y a que des formations de l'inconscient. Et l'étude de ce séminaire-là précise, parce que si je vous relis aussi ce passage, c'est parce que il est difficile d'être plus cristallin que Lacan. C'est même impossible. Parce que, au début, quand on se confronte à la lecture de Lacan, on se dit, je comprends tous les mots, mais j'arrive pas à comprendre ce qu'il dit. Bien sûr. Parce qu'il s'agit d'entendre ce qu'il dit sans essayer de comprendre trop vite, mais petit à petit se fait jour la syntaxe particulière de Lacan, qui est la syntaxe même de l'inconscient. C'est-à-dire qu'il a réintroduit l'inconscient dans la langue française, puisque l'inconscient est né dans la langue allemande, Unbewusst, et il l'a introduit dans la langue française par la logique et par la syntaxe. Donc c'est très difficile à lire au début, je le concède, mais une fois que vous êtes dedans, il n'y a pas plus cristallin que Lacan. Cristallin étant à entendre bien sûr comme la transparence du cristal, mais qui est combiné avec des facettes. Il y a plusieurs facettes, et donc il s'agit, pour lire Lacan, de pouvoir entrer dans ce jeu de lumière, de facettes et de transparence. Et donc, dans les formations de l'inconscient, il dit ceci. Qu'est-ce que la technique du mot d'esprit nous apporte par l'expérience? C'est ce que j'ai essayé de vous faire sentir de toutes les manières. C'est quelque chose qui, tout en ne comportant aucune satisfaction particulière immédiate, consiste en ceci, qu'il se passe quelque chose dans l'autre, avec un grand A bien sûr, qui est équivalent, qui représente, qui symbolise ce qu'on pourrait appeler la condition nécessaire à toute satisfaction. Vous êtes justement entendu au-delà de ce que vous dites, puisqu'en aucun cas, ce que vous dites ne peut vraiment vous faire entendre. Première partie. Le trait d'esprit comme tel se développe dans la dimension de la métaphore, c'est-à-dire que c'est au-delà du signifiant, en tant que par lui vous cherchez à signifier quelque chose, que malgré tout, vous signifiez toujours autre chose. C'est justement dans quelque chose qui va se présenter comme trébuchement du signifiant que vous êtes satisfait simplement de ceci, qu'à ce signe, l'autre reconnaît cette dimension au-delà où doit se signifier ce qui est en cause, et que vous ne pouvez pas
comme tel, signifié. C'est cela, cette dimension que nous révèle le trait d'esprit. Et elle est importante, elle fonde dans l'expérience ce schéma par la nécessité où nous avons été de construire, de nous rendre compte de ce qui se passe dans le trait d'esprit. C'est à savoir que quelque chose qui supplée au point de nous donner une sorte de bonheur à l'échec de la communication du désir par la voie du signifiant est quelque chose qui dans le trait d'esprit se réalise de la façon suivante. C'est que l'autre, avec un grand A, entérine un message comme achoppé, comme échoué, et par cet achoppement même, reconnaissant la dimension au-delà dans laquelle se situe le vrai désir, c'est-à-dire ce qui n'arrive pas, à cause du signifiant, à être signifié. Vous voyez que la dimension de l'autre s'étend un tant soit peu, car il n'est plus seulement le siège du code, là il intervient comme sujet, entérinant un message dans le code, le compliquant, c'est-à-dire qu'il est déjà là au niveau de celui qui constitue la loi, comme tel, puisqu'il est capable d'y ajouter ce trait, ce message, comme supplémentaire, c'est-à-dire comme lui-même désignant l'au-delà du message. Vous avouerez qu'il est quand même difficile d'être plus clair. Pour dire les choses très simplement, nous revenons sur cet échange entre la mère et l'enfant et cette mise en place de l'au-delà et l'en-deçà, que nous avons appelé le phallus, qui est la possibilité même pour le symbolique d'accéder à une signification. C'est le signifiant lui-même qui peut être défini comme à la fois ce qui permet de produire une signification, un sens. Dans un premier temps, ces deux termes peuvent être considérés comme équivalents. Ensuite, ils vont se distinguer. C'est-à-dire, il va falloir distinguer entre la signification, qui se fige, qui chute, et le sens qui reste flottant comme une direction, une orientation qui emmène quelque part. Donc, le signifiant, ça sert à faire du sens. Est-ce que votre vie a un sens? Est-ce que la vie a un sens? Ce sont deux questions différentes. Est-ce que la vie sur Terre a un sens? Est-ce que votre vie a un sens? Et puis le signifiant, c'est ce qui sert aussi à formuler une demande, on l'a vu la dernière fois, puisque le désir va passer par là, la demande va encapsuler le besoin et va faire en sorte que l'enfant, ce qu'il demande à la mère, on l'a vu, ce n'est pas seulement de la nourriture terrestre, comme disait l'autre, c'est autre chose, c'est toujours ce désir d'autre chose. Cette autre chose, en l'occurrence, c'est d'apprendre à parler. C'est-à-dire de devenir essentiellement ce qu'il est déjà potentiellement, c'est-à-dire un être parlant. Et la parole, ça nous le verrons dans un autre registre, ne peut être que parole d'amour. Bien sûr, qui va subir beaucoup de condensation, de déplacement et d'inversion, qui vont créer cette espèce de forêt langagière dans laquelle la majorité d'êtres humains se perd, car pour arriver à retrouver le sens de son destin, il s'agit de retrouver cette notion-là qui passe par la vérité. On se souvient que la vérité, c'est ce qui fait structure de tout discours. Même quand on ment, c'est toujours au nom de la vérité. Donc, cette dimension de la parole, cette dimension du signifiant, nous allons la retrouver à partir du trait d'esprit, parce que cet achoppement, ce ratage heureux, magnifique, qui permet que, entre quelqu'un qui dit quelque chose et qui commet une erreur, un lapsus, un dérapage, un glissement, fait entendre l'autre chose, et il le fait entendre à quelqu'un d'autre. Parce que pour qu'il y ait un trait d'esprit, il s'agit qu'il y ait toujours la validation d'un autre. Même si le grand autre est toujours présent, y compris quand on est seul, du seul fait que nous soyons des êtres parlants, on se parle à soi-même, donc il y a l'autre qui est le garant du sens et de la signification possible de nos propos, mais pour qu'il y ait un trait d'esprit, il faut qu'il y ait l'autre. Et ce que réussit le trait d'esprit, donc,
c'est de recréer une possibilité d'intersubjectivité entre un petit autre et un autre petit autre par l'intermédiaire de ce grand autre qui est le lieu même du signifiant. Donc l'instauration de l'autre, avec un grand A, c'est vraiment ce qui conditionne les possibilités de sa structure. On l'a vu un petit peu, je le développerai un peu plus tard, que psychose, perversion et névrose sont intrinsèquement reliés à ce problème de la non-croyance ou de la croyance en l'autre. Je vous rappelle que le paranoïaque, on le présente comme quelqu'un qui croit des tas de choses, il croit qu'il est persécuté, il est le fruit d'un système de croyances, etc. Mais en vérité, pour la psychanalyse, c'est l'inverse. C'est-à-dire, le grand autre, en tant qu'il est le lieu du langage qui permet d'instaurer quelque chose de l'ordre de la vérité de son sujet, qui est que le collectif n'est rien d'autre que le sujet de l'individuel, donc que le but d'une psychanalyse ne peut jamais être quelque chose de solipsiste ou d'individualiste, mais qui permet de renouer avec les petits autres, mais de manière qui ne soit de telle manière que ce ne soit pas pervers, c'est-à-dire en réinstaurant ce troisième terme qui est l'autre avec un grand A. Donc nous avons là la base de la logique qui a permis à Lacan d'inventer ce graphe qui deviendra plus tard, dans les propos, disons, collectifs, le graphe du désir. Mais au départ, c'est pas le graphe du désir, c'est le graphe du mot d'esprit. Le graphe du désir, c'est tout simplement parce que, à un moment de son travail dans les formations de l'inconscient et avant d'arriver au séminaire sur le désir et son interprétation, où c'est là qu'il finira son graphe, enfin, qui le complétera de manière assez décisive, donc c'est peut-être pour ça qu'on l'appelle le graphe du désir, il dira que le besoin, la demande, etc. sont en fait couvertes par le désir, et derrière ce désir, il y a toujours l'instance de la loi. Ça, je vous demande d'intégrer ça, parce que si il n'y a pas cette prise en compte-là, c'est impossible de rentrer dans les nuances de l'Oedipe. Or, l'Oedipe est vraiment la clé de la psychanalyse. Il y a deux mythes dans l'Oedipe. Il y a deux mythes chez Freud qui sont, disons, en pendant l'un de l'autre. C'est l'Oedipe, à partir duquel donc il déploie les possibilités analytiques d'émancipation du sujet, et puis, bien sûr, le mythe du meurtre du père de la horde primitive. Ces mythes sont en correspondance, vous l'avez bien compris. Parce que, sans réinstaurer, sans revenir à Freud, sans revenir à cette rigueur de l'approche analytique. Je vous rappelle que la rigueur de l'approche analytique, ce n'est rien d'autre que faire preuve de la même rigueur qui s'appelle scientifique pour l'étude des objets, faire la même chose pour l'étude du sujet, c'est-à-dire celui qui va parler des objets. Et donc, toutes les nuances et toute la rigueur avec laquelle Freud et Lacan approchent cette notion du sujet permet de rendre compte des avancées, disons, du véritable progrès. Le progrès ne peut être que symbolique, c'est d'ordre symbolique le progrès. Quand on vous dit un progrès technologique, c'est juste un argument de marketing. Le progrès, c'est un progrès dans la parole. C'est pour ça que, par exemple, il est absolument impossible qu'un progrès au sens social puisse s'accommoder d'une régression au plan symbolique. Quand on passe de père et mère à parent 1, parent 2, c'est une régression au sens symbolique. Donc c'est pas un progrès. Et donc c'est impossible, logiquement, qu'une régression sur le plan symbolique puisse devenir un progrès au sens social. Donc là, nous voyons que nous sommes dans l'idéologie. Cette notion d'idéologie, c'est justement une des raisons pour laquelle je reviens sur le trait d'esprit et sa relation, non pas à l'inconscient, mais oui aussi à l'inconscient, puisque c'est le graphe. Le graphe, donc, je vous répète, est lié
d'abord à une approche extrêmement logique de Lacan concernant le carré d'Aristote, et puis bien sûr qu'il va combiner avec la différence entre le signifiant et le signifié tels qu'ils ont été... Alors, c'est pas inventé par Saussure, parce que déjà les stoïciens, avec Signans et Signatum, avaient déjà mis en place cette différence-là. Mais ils ne l'avaient pas thématisée, représentée de telle manière, avec ces deux vagues, avec le courant du signifiant et le flux du signifié. Et c'est à partir de la corrélation entre les 4 points, parce que vous allez voir que dans le graphe, il y a 4 points d'accroche, de la chaîne signifiante avec ce que Lacan appelle, donc cette boucle-là, c'est le discours dans son acception la plus laxiste. C'est-à-dire tout ce qu'on entend tous les jours, bla 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 bla, le moulin à parole, le moulin à parole de ce qu'on entend. Ça, eh bien, le fait que nous ayons un inconscient, c'est-à-dire qu'il y ait quelque chose en nous qui réponde et qui dépende de la fonction du signifiant, on le trouve dans cette histoire de mot d'esprit, puisque c'est le mot d'esprit qui va créer une rupture et faire que quelque chose qui est un achoppement, c'est-à-dire une erreur, révèle non seulement une vérité, mais le réel du sujet qui énonce cette vérité. Et créant ainsi la possibilité joyeuse d'une intersubjectivité qui soit réelle et non pas pervertie ou imaginaire. Donc, ce rapport-là, donc du trait d'esprit qui fait que nous sommes prioritairement des êtres de parole. Nous vivons dans un monde dominé par la parole et non pas dominé par autre chose que la parole. La parole va avoir, disons, son impact, et non seulement son impact, mais va diriger tout ce qui se passe. Même une pulsion qui vous semble irrépressible, ça met en scène quelque chose qui aura été, au futur antérieur, dirigé par une parole, que vous ne savez pas. C'est pour ça que ça s'appelle l'inconscient, dans cette ambiguïté du sens, vous savez, entre l'inconscient et l'inconscience, mais l'inconscient lui-même, tel qu'il est défini par Freud, et qu'il est intégralement développé dans ses conséquences les plus ultimes par Lacan, c'est un savoir. Ce savoir, vous le savez. Donc, vous êtes responsable de ce savoir. Donc, un savoir qui s'ignore lui-même et qui s'appelle l'inconscient. Le graphe, donc, avec ce discours courant, donc, ce moulin à parole, qui part d'un point delta prime delta sur un sens rétrograde, il est dans un sens rétrograde parce que, tout simplement, le sens ne nous vient qu'après coup. Donc il va croiser 2 fois une autre courbe qui elle-même est plus tendue et qui va dans le sens, disons, progrédient, qui est le sens chronologique du passé vers le futur. Et évidemment, le premier point de croisement, donc entre, disons, la chaîne des signifiants qui fonctionne toute seule, et le discours courant, c'est-à-dire le moulin à parole, ce que vous entendez tous les jours, va dans un premier temps, donc, trouver un point de croisement que Lacan appelle donc le code. Ce qui veut dire très concrètement, quand vous entendez parler, la première chose qui vous vient à l'esprit, quand vous entendez parler quelqu'un d'autre, mais ça ne vous vient pas à l'esprit comme ça, c'est-à-dire vous n'y réfléchissez pas, mais c'est s'il parle la même langue que vous et que les mots qu'il emploie sont des mots que vous avez déjà entendus, ça veut dire que vous êtes dans le code. C'est le premier message. Le premier message du discours, c'est que nous sommes dans le même code qu'avec ceux qui sont autour de nous et qui parlent la même langue que nous, tout simplement. Mais évidemment, c'est pas fini, ça suffit pas. Mais c'est déjà le premier message. On peut dire, par exemple, que le fait de la politesse, de dire bonjour madame, de tenir la porte, de prononcer un mot quand on arrive quelque part, c'est tout simplement pour dire que nous sommes des êtres de parole. Ce qui vient là, disons, sécuriser quelque chose,
c'est que nous avons fait un petit pas de plus pour essayer de ne pas être la bête féroce qu'est l'homme essentiellement. Ça, c'est très important de comprendre ça. C'est que devant les prédateurs, aujourd'hui on parle des extraterrestres, etc., parce que le discours courant a atteint un niveau de débilité rarement atteint jusqu'à aujourd'hui, mais on s'imagine les choses les plus cruelles, les plus féroces, etc., mais devant la violence de l'être parlant, ses possibilités de violence, sa violence lui est consubstantielle, puisque sa liberté, elle est liée à la violence. Ça, je vous renvoie au film Fight Club. C'est-à-dire, la violence, c'est pas agresser les autres. Hein. La violence, c'est se confronter soi-même à la parole, en tant qu'elle est la violence absolue. Donc, la bête féroce qu'est l'homme se civilise par la parole. Donc, c'est un travail de violence d'abord contre lui-même. Hein. Il doit s'extraire de ces pseudo-procédures de reconnaissance qui le font se reconnaître parmi d'autres, etc., parce qu'il s'identifie pour être aimé et reconnu. Ce sont des processus qui ne sont que la continuation de cette espèce d'échange de regards entre la mère et l'enfant qui met en jeu à la fois le vide, le fait que ce n'est pas ça, et puis des possibilités de reconnaissance qui sont sécurisantes dans un premier temps, qui sont liées à ce qu'on appelle l'identification. C'est pour ça que le DIP va passer par l'étape de l'être, être ou ne pas être, to be or not to be, le phallus de la mère, à l'avoir ou ne pas l'avoir, selon deux protocoles différents, qu'on soit un garçon ou une fille. Donc je vous rappelle que le DIP, qui est aujourd'hui dénié par les pseudo-psychanalystes, qui font, soi-disant, la règle psychanalytique. D'ailleurs, tous ceux qui se disent, qui se réclament de la psychanalyse et qui ne sont pas érigés vent debout contre la dictature sanitariste, les gender studies, etc., quand ils parlent de la psychanalyse, ils ne peuvent parler de la psychanalyse qu'avec un cadavre dans la bouche. C'est impossible, puisque la psychanalyse, c'est l'opposé de ça, c'est-à-dire que c'est ce qui permet justement de comprendre la logique qu'il y a derrière, la logique qui va combiner, je vous rappelle, une logique hypothético-déductive qu'on retrouve chez Aristote, avec la façon dont Lacan va retrouver dans la différence entre signifiant et signifié telle qu'elle est thématisée par Saussure, la manière dont nous sommes piégés dans le langage. Dites-vous-le bien. Dès que l'enfant commence simplement à pouvoir opposer deux phonèmes, ce sont déjà deux vocables. Et avec deux, celui qui les prononce est celui auquel ils sont adressés, c'est-à-dire l'objet, c'est-à-dire sa mère. Il y a déjà assez des quatre éléments pour contenir virtuellement en soi toute la combinatoire d'où va surgir l'organisation du signifiant. Jacques Lacan. Donc, ce premier piège du langage, donc, on le voit avec ce premier point, là, ici. Évidemment, le circuit continue, donc on est dans le même code, donc on entend, et on arrive au message. De l'autre côté, en face, il y a le message. Donc, code et message sont les deux premiers points de croisement entre le discours courant et la chaîne des signifiants. Évidemment, ça ne s'arrête pas là, hein. Ça va se complexifier, et sans traverser cette complexité-là, c'est impossible de comprendre quelque chose de la psychanalyse. La psychanalyse, elle permet de rendre simple, à condition de se confronter soi-même à la plus grande complexité, puisque nous sommes nous-mêmes toujours déjà pris dans le langage, et nous devons parler du langage. Donc, c'est très difficile, puisque nous ne sommes pas extérieurs à notre objet d'étude. Parce que notre objet d'étude, c'est pas seulement le langage, sinon nous serions des linguistes, mais c'est les rapports du sujet au langage. C'est-à-dire que c'est le désir, hein, on l'a vu tout à l'heure, qui fait la loi du sujet, et c'est le langage qui fait la loi au désir. Donc nous sommes obligés d'étudier quelque chose dans quoi nous sommes déjà pris. Ce qui demande une distance interne avec nous-mêmes. Donc, ce qui est permis par ce travail, justement, de reconnexion de Freud et de Lacan.
sans ce travail-là, c'est impossible. Aujourd'hui, la plupart des gens pensent que Freud est dépassé, etc. Ceux qui sont des psychologues, des psychothérapeutes, etc. Ils s'imaginent que, en appliquant les théories modernes et modernistes, il s'agit d'adapter mieux les gens à leur environnement, etc. Mais ça, c'est de la foutaise, hein. Ce n'est pas du tout le propos de la psychanalyse. La psychanalyse, c'est pas de s'adapter à la société, puisque la société, c'est insignifiant. Dans les deux sens du terme, c'est insignifiant, c'est-à-dire c'est rien d'autre qu'insignifiant, c'est société. Et c'est insignifiant dans la mesure où ça ne signifie rien. Donc il s'agit plutôt pour le sujet d'arriver à gérer, pour une fois je me permets d'employer ce terme-là, qui est très utilisé par les gens qui sont dans le discours capitaliste, hein, je gère, tu gères, ils errent beaucoup, effectivement. Mais là, il s'agit de gérer, effectivement, puisqu'il s'agit d'errer dedans, notre propre inadaptation à la société. Puisqu'il y a un clivage, il y a quelque chose qui ne va pas, hein, entre la manière dont je développe mon propre langage, dans la mesure où c'est le langage lui-même qui fait la loi au désir qui lui-même fait la loi à mon sujet, eh bien, je suis forcément inadapté. Alors, ou je le reconnais ou pas. Et ensuite, en fonction de mes capacités de reconnaissance ou pas de cette inadaptation, eh bien, il y a la possibilité de trouver le chemin de la réconciliation, qui passe, bien sûr, par la réconciliation avec l'aliénation elle-même. C'est-à-dire ne pas s'imaginer être libre avant d'avoir examiner et explorer la taille du cachot et la manière dont les barreaux sont installés. Les barreaux, bien sûr, c'est les barreaux du langage. Donc, on revient sur le graphe. La chaîne signifiante va s'activer ensuite entre le message et le code pour aboutir à la reconnaissance du A. Du A comme autre, c'est-à-dire l'instauration et l'installation du système symbolique. C'est une opération, bien sûr, à partir de laquelle, eh bien, se décide la structure pour le sujet. Structure qui est que nous passons forcément par un stade psychotique, en voulant maintenir une intersubjectivité entre l'enfant et la mère. Nous passons par un stade pervers. Et lorsque l'Oedipe se passe plus ou moins bien, donc ça on y reviendra dans un prochain séminaire, on va explorer l'Oedipe de manière plus précise, donc avec ces 3 temps, avec les temps dont j'ai parlé dans le 59 et un peu dans le 58, mais si l'Oedipe se passe plutôt bien, donc choisir, alors assumer son sexe et choisir l'objet dans le sexe opposé. Ça, c'est le travail de l'analyse. Alors évidemment, hein, si on s'interroge assez loin sur la manière dont tout ça fonctionne, on peut se dire, mais quel sens ça a tout ça? Est-ce qu'il y a un sens originel? Ben oui, forcément il y a un sens originel. Puisqu'il y a du signifiant, c'est qu'il y a du sens. Puisque le signifiant, sa fonction, c'est de créer du sens, de générer du sens. Donc, c'est de trouver du sens à des situations. Alors après, évidemment, il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en place et qui vont faire que le sens va chuter en signification. Quand on est dans donc, ce discours courant, là, qui a pas de reconnaissance de l'autre, en tant que chaîne signifiante, disons, origine de la chaîne signifiante, comme dit Lacan, trésor des métonymies, parce que cette chaîne signifiante, nous l'avons déjà vu, c'est le fait que les signifiants appellent un autre signifiant qui se différencie juste par différence avec ce signifiant. Donc ça n'a pas un rapport direct avec la signification, c'est la manière dont fonctionne la chaîne des signifiants elle-même sur le mode de la différence. Hein. Donc ce croisement-là, quand il n'aboutit pas à la reconnaissance de l'autre avec un grand A, c'est une catastrophe pour le sujet. Parce que une catastrophe qui peut prendre plusieurs formes. Disons, dans la forme la plus courante,
le grand A étant dénié en tant que lieu, le lieu de la parole, trésor des signifiants, en tant que lieu, le lieu même de la parole, eh bien, cela va donner lieu à un déplacement. C'est-à-dire que, par exemple, pour des gens qui lisent Lacan comme Žižek ou Miller, par exemple, sont des gens qui sont censés connaître Lacan. Mais en fait, ils ne savent pas lire parce que pour lire Lacan, on ne peut pas juste lire extérieurement à soi, comme si c'était un objet, et faire ça pour briller en société, avoir des postes à l'université et être en position de S2 qui s'adresse à des petits A. Hein, la position courante pour laquelle le S1 en bas, surtout, il ne faut pas en entendre parler, parce que le signifiant maître, là, il est en recel. On n'en parle pas, on ne veut rien en savoir. Donc pour ces gens-là, comme il y a refus de l'autre avec un grand A, cet autre-là s'est déplacé dans le social. C'est-à-dire que l'autre, c'est une forme d'organisation sociale où il y a non pas une articulation, mais une fusion entre un petit autre et un grand autre. C'est les riches, les gens qui ont le pouvoir, etc. Il ne faut pas oublier que Lacan, lui, il considérait que le paradigme du discours universitaire, c'était le discours de l'Union soviétique. Alors il y a un bon exemple de ça. C'est quand l'Union soviétique, tous les 1er mai, mettait en scène une espèce de parade exceptionnelle pour la fête du travail, qui est née aux États-Unis, je vous rappelle. Mais là, vraiment, il y a des formes de collusion particulières qui sont très intéressantes à voir. Le langage est vraiment un ensorcellement. Nous sommes pris dans les raies du langage, et tant que nous ne nous confrontons pas à notre propre rapport, le rapport de notre sujet à la parole et notre parole au langage, c'est impossible de ne pas être pris dans les confusions les plus ordinaires. Donc, quand ils mettent en scène ces parades exceptionnelles, pour qui le font-ils, si ce n'est pour une espèce de grand autre imaginaire, qui est, je sais pas, le dieu du progrès historique, qu'on puisse le voir d'en haut, à quel point, effectivement, oui, vous avez bien travaillé, vous avez mis tous les travailleurs en ordre, là, qui défilent et qui font la gloire du travail, etc. Donc, on le voit, le discours universitaire, c'est peut-être ce qu'il y a de plus... mis à part le discours capitaliste, bien sûr, mais là, il est à part, puisque ce n'est pas un discours qui fait lien social, mais le discours universitaire est le plus antipathique de structure au discours de l'analyste. Ce qui fait l'analyste, c'est de vouloir servir le discours de l'analyste. Et servir le discours de l'analyste, c'est rentrer dans ces nuances-là, notamment, donc, avec ce graphe, dont le premier, le graphe le plus simple, on vient de le voir, donc ce croisement-là, va s'enrichir progressivement et va permettre à Lacan de distinguer et d'articuler, c'est le seul à faire ça, enfin, tiens, le premier, sujet de l'énoncé et sujet de l'énonciation. Alors, on a gamma alpha, où, disons, le point à gauche et le point à droite quand on lit la feuille, eh bien, le graphe va s'enrichir dans un premier temps avec les lettres bêta et bêta prime, qui vont constituer, en fait, une première possibilité, disons, de préfigurer ce qui pourrait être la chaîne signifiante, mais qui ne l'est pas. Alors, ça, c'est assez marrant parce que c'est ce qui permet disons, d'illustrer et de comprendre que il y a... Je parle de ça parce que il y a des psychanalystes, j'en ai connu un notamment, bon, il est mort aujourd'hui, mais c'était assez impressionnant parce que lui, il croyait que la psychanalyse, c'était parler de soi en public. Mais c'est pas du tout ça, la psychanalyse. Parce que là, il y a une confusion, justement, avec ce bêta prime qui fait que on reste dans l'énoncé parce que on sait que le jeu qui va apparaître ici, donc sur le côté droit
du graphe n'est pas encore le sujet. C'est un moi-je. Le moi-je n'est pas le sujet. C'est ce qui donne l'illusion, donc c'était imaginaire, que le moi se distingue de l'énoncé dans lequel il est pris. Mais ça n'a rien à voir avec l'énonciation. L'énonciation, ce n'est pas ça. Ce n'est pas moi-je. Puisque dans une énonciation, l'instance même de l'énonciation, en quoi consiste le présent du dire, eh bien, il peut très bien ne pas être représenté dans le langage. Si je dis « il pleut », par exemple, il y a beau avoir une adéquation entre ce que je dis et quelque chose qui se passe extérieur, qu'il y ait quelqu'un qui soit le sujet de l'énonciation dans cette phrase-là, et pourtant il n'est pas représenté. Ce que j'appellerais le dire du présent, énoncé, avec le présent du dire, énonciation, ceci a l'air d'un jeu de mots, ce n'est pas du tout un jeu de mots. Dire du présent, cela veut dire que ce qui se dit « je » dans le discours est ce quelque chose qui sert à repérer dans le discours la présence du parleur, mais qui le repère dans son actualité de parleur. Il suffit d'avoir la moindre épreuve ou expérience du langage pour voir que, bien entendu, le présent du langage, à savoir ce qu'il y a présentement dans le discours, est une chose complètement différente de ce repérage du présent dans le discours. Ce qui se passe au niveau du message, c'est cela, le présent du discours. Pour revenir sur cette ligne bêta-bêta-prime là, que Lacan appelle un court-circuit. C'est-à-dire le court-circuit, ça s'appelle court-circuit parce que ça ne passe pas par la chaîne signifiante. Et donc, ça n'a pas de sens. Ça reste pris dans les énoncés de la signification. Ça reste du blabla, ça reste de la parlotte. Il n'y a pas d'effet de coupure qui joue là. Donc voilà en quoi la ligne bêta-bêta-prime, en fait, est un court-circuit qui préfigure, disons, mais c'est pas qu'il préfigure la chaîne signifiante, c'est qu'il montre que d'un passage d'un côté à l'autre, il n'y a pas eu de passage. Le passage, c'est quand le passage est réellement opéré dans la chaîne signifiante, c'est-à-dire que ça a un effet de sens pour le sujet, exactement de la même manière qu'un trait d'esprit a un effet de sens. C'est-à-dire que des deux côtés du grand A, de l'autre, il y a un rire qui s'installe parce qu'il y a une communion qui s'est installée. C'est-à-dire une possibilité de concilier deux sujets simultanément grâce à cet angle que représente le A du grand autre, qui, je vous le rappelle, est la tête du bœuf inversé au départ, donc l'alphabet c'est ça, et c'est ce qui nous permet d'être des êtres parlants. La chaîne signifiante et l'inconscient ont partie liée à ce point où, s'il n'y a pas instauration de la possibilité d'une chaîne signifiante, donc du lieu de la vérité, eh bien, il n'y a pas non plus d'acceptation qu'il y ait un inconscient. C'est partie liée. La chaîne signifiante, c'est la manière dont fonctionne l'inconscient. Quand Lacan dit l'inconscient est structuré comme un langage, c'est ce qu'il veut dire. C'est-à-dire que la chaîne signifiante est la manière dont fonctionne l'inconscient. Et donc, c'est une loi. C'est logique. Loi, ça veut dire logique. Il y a une logique, il y a une limitation. C'est pas n'importe quoi. Donc le sujet de l'énoncé n'est pas le sujet de l'énonciation. Et donc cette première, disons, préfiguration de l'autre, c'est comme si on était là dans un petit autre qui veut se faire passer pour un grand autre. Donc de l'autre que constituera la mise en place de la chaîne des signifiants avec l'inscription du sujet de l'énonciation dans ces énoncés qui fait que il retrouve cette position primordiale, primitive du « ce n'est pas ça ». Les mots ne correspondent jamais aux choses. Parce que déjà, les mots ne se correspondent pas à eux-mêmes. Du fait de l'énonciation, un souffle toujours sépare le sujet de mon énoncé de mon énonciation, qui l'énonce. Donc nous sommes voués à quelque chose qui ne va jamais marcher. Et le fait que ça ne marche pas, il faut traverser une forêt de symboles, pour être dantesque,
pour arriver à comprendre que ça peut être une bonne nouvelle et qu'il y a du sens à ça. Alors quel sens ça peut être ? Puisque s'il y a du signifiant et que nous sommes les sujets du signifiant en tant qu'assujettis au signifiant, c'est effectivement que nous sommes convoqués à un certain sens. C'est là où il nous faut faire la différence entre la signification qui chute et le sens qui reste flottant et qui indique une direction, un cap. Donc nous sommes pris dans ces possibilités-là du signifiant, de nous retrouver dans cette forêt, traverser la forêt, comme dit Dante, pour arriver à saisir que ça peut être une bonne nouvelle et que le sens, quel peut-il être autre que celui que l'homme advienne, puisque nous sommes incarnés dans des êtres humains. Il ne faut pas croire que nous soyons encore humains. Nous sommes quelque part pré-humains. Nous sommes incarnés sous deux formes différentes qui correspondent à la sexuation. Les femmes et les hommes. Donc, qu'est-ce qui fait qu'une femme peut devenir femme et qu'un homme peut devenir homme, toujours plus homme? C'est là où rentre en jeu le système des signifiants qui va différencier, qui va sexuer les hommes d'un côté et les femmes de l'autre. De telle manière que, justement, c'est dans ce réel de la différence sexuelle que résident les possibilités d'évolution pour un sujet. Alors, dans un premier temps, pour qu'il y ait des êtres humains sur Terre, il s'agit quand même que l'être humain survive sur cette planète, ce qui n'est pas donné à l'avance. Vu, d'une part, sa férocité extrême, mais aussi sa néothénie, sa fragilité infinie, étant donné que quand il vient au monde, il n'a aucune possibilité de subvenir à ses propres besoins. À ses besoins vitaux, de manger, de se changer, d'apprendre, rien, il ne peut rien faire. Donc, étant une créature extrêmement démunie, il a toujours besoin de l'autre. Donc, il se place sous l'égide de l'autre. Donc, comment peut-on imaginer que on a lu Lacan, comme Žižek, et dire que l'autre avec un grand A n'existe pas, l'autre c'est ce qu'il faut éliminer, etc. C'est absurde. Alors lui il dit, Miller ne le dit pas mais il le fait, parce que Miller il a un côté un peu autiste, c'est un grand débile calculateur, donc lui il est dans ce discours-là, bla 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 bla, tout en recyclant sans arrêt Lacan, avec les mots, les concepts de Lacan, etc., mais sans rien en exemplifier lui-même, puisque il est totalement dans le discours universitaire, et donc il est dans une espèce de blabla, de moulin à paroles, de parlotte permanente, où rien ne se passe, parce qu'il n'y a aucun effet de coupure qui justement correspond, cette coupure, à l'inclusion du système symbolique, une intrusion dans la vie qui procède d'une extrusion. Ça nous vient et ça vient coloniser notre vie, et donc nous sommes pris dans le langage en priorité à toute autre chose. Même nos besoins naturels sont intégralement dominés par le signifiant. Donc, je reviens à cet homme, disons, fragile, qui vit pendant des millénaires dans les forêts. Il faut voir les films de Miyazaki, impossible de sortir, tellement il a peur du monde. Et petit à petit, l'apprivoisement des possibilités de la parole, puisqu'il n'y a de progrès que symbolique, va faire en sorte que, effectivement, il va rentrer dans ce fantasme de domination de la Terre. Mais bien sûr, les principes restent les mêmes. Et où est-ce qu'on va retrouver ces principes, disons, ce qui gouverne les fantasmes, ce qui vous semble le plus, disons, intimement personnel, que vous auriez honte d'exposer en public au point de mourir sur place, c'est-à-dire vos fantasmes sexuels, par exemple, ils sont intégralement liés à la phylogénèse. C'est-à-dire que, pour le dire très simplement, je l'ai déjà dit, mais je vais essayer de le développer un peu, les hommes ont comme fantasme de baiser toutes les femmes, et les femmes, elles, ont le fantasme de trouver le signifiant phallique qui les signifie elles-mêmes intégralement. Il faut comprendre ce que ça veut dire. C'est-à-dire que, basiquement, ça correspond à
plus il y a l'homme, plus il insémine, plus son sperme va inséminer de femmes, plus quantitativement, apparemment en tout cas, l'homme a des chances de subsister, c'est-à-dire de ne pas être éliminé de la planète. C'est quand même censé être le projet divin qu'il y ait un homme qui devienne un homme sur cette planète. Donc si par juste un effet où ils ne sont pas assez nombreux, ils vont être éliminés par les bêtes féroces, ben ça marche pas. Donc lui il a ça. La femme elle déjà c'est un cran plus sophistiqué. Comme elle est castrée originellement, c'est-à-dire que elle est un peu comment dire plus intelligente parce que elle est forcément, elle n'est pas encombrée de ce pénis qui l'a fait délirer, et donc elle va, en étant dans le langage, avoir un degré plus sophistiqué dans le fantasme, c'est-à-dire que c'est pas tous les hommes, hein, ça, on laisse ça aux hommes d'avoir toutes les femmes, elle c'est l'homme qui va l'assurer d'une descendance qui serait digne, donc élevée, donc ça va être un homme disons, qui la signifie, donc qui est arrivé dans le langage, parce qu'on va développer ça aussi plus tard, le rapport, disons, du phallus aux capacités d'expression langagière, non pas la rhétorique, bien sûr, hein, mais la dialectique, c'est-à-dire pouvoir se mettre soi-même dans la possibilité de négativité que comporte la dialectique, en tant qu'elle est la forme, disons, du langage la plus évolué et qui correspond aussi bien à l'acmé de la philosophie que représente Hegel et bien sûr la psychanalyse avec Freud et Lacan. Donc qu'est-ce qui fait que Freud et Lacan ne sont pas réductibles à leurs suiveurs? C'est que eux y ont mis leur propre peau en quelque sorte dans leurs paroles, ce qui n'est pas le cas des autres qui sont juste dans des enjeux de pouvoir et des idéaux, donc un imaginaire de groupe, de domination, etc. Il ne faut pas oublier que le lien social chez Lacan, c'est justement ce qui permet de se dégager d'un effet de groupe. Hein. Le lien social de la psychanalyse, c'est le seul lien social qui permet qu'il n'y ait pas de nécessité d'un effet de groupe. Parce que, même seul, le fait que vous soyez en guerre avec le langage par l'intermédiaire de votre parole fait qu'il y a toujours du grand A, du grand autre, et que c'est ça la psychanalyse. C'est pour ça que la psychanalyse a besoin de la fonction paternelle, et c'est pour ça que toute cette pseudo-psychanalyse sous prétexte de patriarcat, etc., toutes les conneries qui sont répétées à l'infini, je vous rappelle que dans le moulin à Parlotte, là, ça répète, c'est du psittacisme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sens parce que le sujet n'y est pas convoqué parce qu'il n'est pas passé par la chaîne signifiante. Donc dès qu'il y a la chaîne signifiante qui vient couper, il y a une possibilité que le sujet se dise « mais qu'est-ce que je dis là ? Qu'est-ce que j'ai à voir avec ça ?» Donc dans le bêta-bêta-prime, disons, le message devient objet sur la partie gauche et le code devient le jeu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans cette préfiguration de la possibilité de la chaîne signifiante, le jeu, c'est un moi-jeu, c'est-à-dire qu'il pense qu'il inscrit son énonciation dans ses énoncés en disant « moi, moi, moi ». C'est faux, il n'y a pas d'énonciation, c'est pas ça l'énonciation. L'énonciation, c'est autre chose que ça. On le verra. Et puis, l'objet, le message devient objet. C'est-à-dire que c'est un véritable objet. On vit entouré d'objets, des objets partout, etc. Tout est un objet pour nous. Objet, ça veut dire jeter devant. Et avant d'entrer dans la chaîne signifiante, donc, on ne peut pas concevoir qu'un objet, ça puisse être quelque chose qui n'est pas matériel. Puisqu'un objet, étymologiquement, ça veut dire jeter devant. Donc, par exemple, le phallus apparaît comme objet imaginaire dans un premier temps, parce qu'il est quelque chose qui est jeté devant et qui vient entre la mère et l'enfant. Donc, il est jeté devant l'enfant, il est jeté devant la mère aussi. Donc, ce qui fait qu'il ne peut pas y avoir coïncidence des regards. Chacun voit autre chose, et cette autre chose, c'est ça. Le phallus. Le phallus, c'est toujours le désir qui est toujours le désir de l'autre, parce que c'est le désir de l'autre chose. Toujours. Donc c'est là où il y a une phénoménologie de l'ennui. Dès que nous sommes dans l'ennui, qu'est-ce que c'est sinon dire qu'il y a le désir d'autre chose? La psychanalyse permet de se rendre compte de ces choses-là
Mais évidemment, ça ne peut pas être juste un travail intellectuel. Ce n'est pas juste en lisant que ça se passe. Il faut y mettre sa peau. C'est-à-dire, il faut y risquer quelque chose, il faut y risquer sa vie, sinon ça ne marche pas. Parce que le poids n'y est pas. Donc la livre de chair n'y est pas. La livre de chair, c'est une métaphore que Lacan emprunte à Shakespeare et son Marchand de Venise pour dire qu'il y a quelque chose du corps qui doit être lâché dans l'acquisition de la parole. Ça passe vraiment par ce graphe qui, petit à petit, va se complexifier, mais pas au sens où ça devient imbitable, comme on dit. C'est pas ça. C'est que, grâce à ce graphe, Lacan va permettre de comprendre va nous permettre de comprendre, et de comprendre lui-même aussi, par exemple, comment la psychose va substituer au défaut d'instauration de la loi qui passe donc par l'autre avec un grand A et donc par le désir, va donner lieu à deux sortes de paroles qui viennent, qui sont, disons, les voix intérieures qu'entendent les psychotiques, les hallucinations auditives, parce qu'il y a des hallucinations visuelles, scopiques, il y a des hallucinations auditives. Donc bien sûr, des identifications, des imaginations, comme Schreber qui s'imagine la femme de Dieu, et puis des commandements, fais ci, ne fais pas ça, etc. Parce que grâce au graphe, et Lacan le dit à un moment, à la fin des formations de l'inconscient, si j'avais eu ça au temps où je faisais un cours sur Schreber, eh bien ça m'aurait aidé, parce que on voit très bien où ça passe les débris du signifiant au-dessus et qui tournent en rond comme ça, comme des paroles, des fragments de paroles qui viennent parce qu'elles ne peuvent pas s'inscrire en loi, parce que le grand autre ne peut pas être instauré en tant que tel, en tant que lieu de la parole, parce qu'il y a un déficit disons, de la fonction paternelle, mais qui n'est pas dû au géniteur lui-même, mais à ce qui a déjà lieu chez la mère et dans le rapport qu'elle a avec l'homme qui a reconnu l'enfant, c'est-à-dire le géniteur qui a été instauré en place de père. Donc on voit que ce sont des notions complexes et que bien sûr, il n'y a pas de recette. Et si la psychanalyse n'est pas une science au sens où on l'entend aujourd'hui, il n'empêche que c'est une science au sens du particulier. C'est la science du particulier. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de schéma qui vaille pour tous. C'est en fonction de chacun et du rapport que chacun entretient à sa parole, inscrite potentiellement dans le langage, en tant qu'il présente sous une forme de discours, un discours qui ne veut rien dire, qui est vraiment un pur effet de reconnaissance au départ, mais qui n'a pas de sens. Le sens ne peut venir que par le travail de la chaîne signifiante, qui est un jeu métonymique qui va permettre de réduire le sens. La métonymie va procéder à un affadissement, un affaiblissement du sens qui va être tellement érodé, une érosion telle que va pouvoir avoir lieu la métaphore. La métaphore, c'est un sens qui vient au-delà du sens. C'est là où on retrouve le début de ce séminaire, c'est-à-dire le mot d'esprit, en tant que la métaphore vient indiquer un sens au-delà. C'est toujours un au-delà. Et cet au-delà, c'est déjà la fonction paternelle en tant qu'elle est l'au-delà de la mère. Donc on le voit, le père, c'est pas le géniteur du tout, c'est l'au-delà, c'est une métaphore. C'est ça la métaphore paternelle. C'est pas que le paternel est une métaphore, c'est que la métaphore elle-même, elle est paternelle. Elle signifie un au-delà. Donc on comprend mieux que dans l'histoire et dans ce qui fonde les sociétés, il y a eu d'abord, disons, l'instauration par les Juifs de la voix
législatif de la loi, de l'instauration de l'ordre du père, dans laquelle s'inscrit Freud, puis le christianisme avec le Fils, et donc l'amour entame non pas que négation de la loi, mais accomplissement de la loi, un cran au-dessus de la loi, parce qu'il réintègre le corps en tant que le lieu du péché lui-même, devient le lieu de l'amour. Et donc de la loi dans son diktat supérieur, d'être la parole elle-même, non plus une parole désincarnée, un énoncé, mais une parole portée par son énonciation, donc l'amour. On ne peut pas aimer tout le monde, hein. Aimer tout le monde, c'est n'aimer personne. Un amour abstrait pour l'humanité, comme ceux qui clament en ce moment là, dans tout le New Age, là, toutes les idéologies qui sont venues cadrer le discours capitaliste, lui donner son empan et faire en sorte que on assiste à un Denkverbot, c'est interdit de penser. Aujourd'hui, vous êtes considéré comme, disons, un hérétique dans les temps anciens, mais pire que ça, si vous remettez en cause les doxas concernant l'innovationnisme technologique, c'est-à-dire que la technologie, c'est pas un progrès pour l'humanité, hein, c'est un progrès pour la technologie. Mais un progrès pour l'humanité, s'il correspond à un affaiblissement sur le plan symbolique, c'est-à-dire du langage, c'est pas du tout un progrès. D'ailleurs, on le voit tous les jours. Les enfants ne savent plus parler, ils ne savent plus écrire. Donc, le LGBT féminisme, on n'en parle même pas. Ça, c'est une régression absolue par la confusion. Quand vous voyez que ce sont des soi-disant psychanalystes qui prônent ça, c'est absolument aberrant. Ils sont à l'opposé de la psychanalyse. La psychanalyse, c'est l'instauration de la fonction paternelle, parce que c'est ce qui permet justement d'entrer dans la métaphore, hein. L'antiracisme, bien sûr, puisque un antiraciste, c'est forcément un raciste, hein. Si vous n'êtes pas raciste, c'est pas besoin d'être antiraciste. C'est-à-dire justifier votre racisme par un antiracisme. Et puis, évidemment, le climatisme, hein. Ça, c'est vraiment le discours comme ça. Qu'est-ce que les militants écologistes savent du CO2 ou de l'histoire de la planète, etc. Ils savent même pas leur propre histoire. Ils prétendent connaître les impacts d'un gaz qu'ils connaissent même pas sur la planète elle-même, les rapports avec les hommes, etc. Alors qu'ils sont incapables de se torcher le cul tout seuls. Ça paraît quand même absolument aberrant que ces 4, disons, Denkverbot que j'ai appelé en son temps, que j'ai appelé en son temps les 4 saucisses idéologiques, pour faire référence au rouge et au noir de Stendhal, donc sont placés de telle manière que vous soyez toujours le plus éloigné des possibilités de la chaîne signifiante de trouver du sens dans votre vie. Voilà. Dans le passage du signifiant, quel qu'il est entendu, au signifié, il y a quelque chose qui se perd. En d'autres termes, il ne suffit pas d'énoncer une pensée pour que ça marche. Élever la psychanalyse à la dignité de la chirurgie, par exemple, c'est ce qui serait bien souhaitable. Mais il est un fait que le fil de la pensée n'y suffit pas. Qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs, le fil de la pensée? C'est aussi une métaphore. C'est bien pourquoi j'ai été conduit à ce qui est aussi une métaphore, à savoir matérialiser ce fil des pensées. Ce qui apparaît dans le graphe de Lacan, disons, l'instauration des possibilités pour le sujet de trouver du sens, ne serait-ce que par cet écart entre signifiant et signifié, en mettant ces 2 lignes-là, à quoi correspondent d'abord 2 points, puis 2 autres points, et donc de croisement de ces lignes-là, puisque, à la différence de Saussure, les lignes se croisent. Le signifiant vient dans le signifié. Et là, nous sommes dans la psychanalyse, la vraie psychanalyse, qui est une clinique du discours et un discours, le discours analytique. Le discours analytique, c'est le lien social qui est déterminé par la pratique d'une psychanalyse menée jusqu'à son terme logique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a
le dernier écueil que même les psychanalystes les plus chevronnés, il y en a peu qui passent cet écueil-là, et qui est la position, prendre la position féminine pour les deux sexes, c'est-à-dire accepter d'être assujetti, d'être soumis. Soumis. Assujetti, ça veut dire soumis. Soumis, mais pas à n'importe quoi ou à n'importe qui. Soumis au signifiant. Ce qui a été noué par la parole ne peut être que dénoué par la parole, et donc une possibilité s'ouvre comme un nouveau sens. Et c'est ça, la métaphore, c'est l'ouverture d'un nouveau sens. Voilà ce que c'est que la métaphore paternelle.